Dernier rendez-vous de l'année 2021, dans quelques jours, cette 2022 sera-t-elle aussi une année difficile comme l'ont déjà été les deux précédentes? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. N'est-ce pas que quelque chose de grand, d'invraisemblable, d'inexplicable serait en train de se passer sur Terre? N'est-ce pas que les experts, les puissants, les patrons seraient en train de montrer les limites dans ce monde de la Covid, dans lequel tout et son contraire sont servis en entrée jusqu'au décès aux populations? Une conclusion de l'Organisation mondiale de la santé cette semaine jette sans doute un froid sur les ardeurs des soignants, des soignés et des potentiels malades de la Covid. Aucun pays ne pourra se sortir seul de la pandémie à coup de doses de rappel, assène l'OMS. On peut du coup se rappeler la stratégie de plusieurs pays du monde, parmi les plus puissants, et qui consiste justement à miser sur les doses de rappel. Au Togo, pendant ce temps, les autorités rappellent les gestes essentiels. Exemple, les célébrations de messe et cultes en soirée doivent finir au plus tard à 21h. Par ce temps de conjoncture économique difficile de flamber des prix de première nécessité, les autorités ont sans doute rendu service à plusieurs ménages. Malgré tout, comment les Togolais vont-ils passer à la nouvelle année? Quels sont les grands souvenirs qu'ils porteront avec eux? 2021 va rester dans les têtes comme une année noire, une année du virus dont les antidotes continuent malheureusement de laisser passer des pics de contamination dans le monde, des pics qui s'accompagnent généralement de restrictions. Covid-19 n'a sans doute pas une bonne note. Au plan politique au Togo, l'année a été relativement terne, pas d'élections, pas de grands rassemblements. Les acteurs se sont tout de même retrouvés durant plusieurs mois pour évoquer la consolidation du processus démocratique. Que peut-on retenir d'un rendez-vous dont les issues de sortie se sont fendues au travers de plusieurs couloirs? Ces discussions sont-elles de réelles garanties de sérénité pour de prochaines élections? 2022 nous renseignera. En attendant, 2021 aura été une année de galère. Les prix des petits poissons ont augmenté. Ne me demandez pas si ceux du riz et du maïs l'ont été aussi. En ville et dans les campagnes, plusieurs familles tirent le diable par la queue. Plusieurs autres n'ont même pas trouvé le diable pour lui tirer la queue. Elles ont juste mordu la poussière si elles n'ont pas vu des proches préférer retourner carrément à la poussière. 2021 n'a pas épargné la presse nationale. Les médias l'ont suffisamment martelé. Ils ont aussi accompagné le sport durant une année aux résultats mitigés. Le sport roi est resté le roi. Les éperviers ont relativement bien fini leur campagne africaine. Tout le contraire des clubs qui n'ont pas pu briller en campagne africaine. En 90 minutes, nous allons essayer de mettre de la lumière sur une année qui s'achève. Cette lumière, œuvre artistique des hommes et des femmes, ne peut briller que quand ces artistes sont totalement libres et soutenus. Nos invités sont Luc Abaki, ancien directeur de LCF, Isidore Akolo, président du PPT, et Dr David Doucet de FCTD. Nous avons invité également Tchanyao Arim-Yago, président du CONAP, qui s'est excusé aux derniers instants. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Boga Koudoyo. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Nous sommes au lendemain de la célébration de Noël, la nativité. Je ne sais pas si il est bien séant de vous demander comment est-ce que vous avez fêté. Toi-même, tu l'as dit dans ton introduction. Encore que ça sort. Le couteau dans la plaie. Non, mais en fait, ça me ferait bien plaisir. Je veux sentir les douleurs. Ah, je pense que tu les sens tous les jours. Vous avez fait une bonne fête, hein? Vous avez un peu de poisson, un peu de viande, un peu de bière. Bon, il faut demander au docteur. Je pense que c'est le docteur qui va nous dire si on méritait de fêter. J'avoue que cette fête de Noël, pour nous, ça a surtout été un moment de rupture. Essayer de se reposer, essayer de dormir. L'esprit était beaucoup plus au repos qu'à la fête. Et je crois que c'est malheureusement la situation la plus partagée au Togo aujourd'hui. Très peu de foyers ont eu l'esprit et le cœur à la fête. Très peu de Togolais ont le cœur à la fête et c'est dommage. Mais ça se répète finalement, c'est un peu comme si on finira un jour. Je ne sais pas si ça va être comme ça dans le monde au Togo, on ne parlera plus de fêtes de fin d'année parce que chaque année on a l'impression que ça se durcit, que ça se complique, que de plus en plus de familles ont des difficultés à faire des fêtes durant les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'un jour on finira par oublier cette tradition? Bon, est-ce qu'il est question de l'oublier? L'idéal n'est pas de l'oublier parce qu'en fait, après 12 mois de dur labeur, il est bien séant.
de pouvoir se détendre, créer l'ambiance de joie. Et tout cela est important pour déstresser, à vrai dire. Donc, l'idéal n'est pas de l'oublier, mais malheureusement, les épreuves de notre existence quotidienne poussent les gens à aller plutôt à l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils se réduisent à la question de la survie. Donc, plutôt que de s'adonner à un folklore, à des distractions, on préfère concentrer le peu que les gens ont pour pouvoir justement se maintenir en vie. Donc, je crois que c'est ça le problème. Et c'est ça, d'ailleurs, qui doit pousser justement ceux qui nous gouvernent à s'interroger sur la courbe qu'est en train de prendre, en fait, notre vie. Est-ce que nous sommes en train, effectivement, d'évoluer ou nous avons plutôt entamé une marche à reculons? Donc, ça, c'est une situation palpable qui permet, justement, d'évaluer le niveau d'évolution de la société et puis, bon, la tendance actuelle que nous sommes en train de prendre. Le recul n'est pas du tout toléré normalement dans une dynamique de vie. Isidore Akodo, même question. Non. Je sais que vous venez d'un quartier où il y a suffisamment de monde. Je ne sais pas si au final, chez vous également là-bas à Siganto, on finira par oublier. Non, c'est la morosité qui a caractérisé les fêtes de fin d'année, enfin de la nativité. Je me suis permis de faire un peu de suivi. Bon, je suis passé le 24 dans des coins réputés chauds, mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, je me dis que les Togolais sont maintenant résignés, puisqu'il faut de l'argent pour pouvoir fêter. Mais avant cela, moi je suis bien sûr dans un quartier où il y a plein de monde, je suis proche du marché, et les dames se font. Et est-ce qu'on finira par oublier cette tradition? Non, loin de là, parce que c'est une date, que vous le fêtiez ou pas, la date est là, quitte à vous de pouvoir la meubler. Mais les gens, les Togolais n'ont plus de moyens pour fêter, donc c'est la résignation. Bon, c'est triste parce que quand nous étions tout petits, jeunes à l'époque, on faisait, quand vous faisiez les tours des quartiers de Lomé, il y a ce qu'on appelait un surplus party. Dans chaque maison ou dans chaque quartier, au moins il y a les deux bringous, tout là. Mais aujourd'hui, c'est triste. Vous passez dans les quartiers, c'est comme si c'était dans un funérail, dans les funérailles ou un cimetière. Mais c'est le calme. Hier, j'étais tellement indigné de voir la population dans une tristesse. Et c'est pas normal. Ça doit interpeller ceux qui gouvernent aujourd'hui. Vous avez vu un posting d'un humoriste, qu'on appelle-t-on, Badamassi, qui disait qu'il préfère Papa Noël au petit Papa Noël. Qu'au temps de Papa Noël, il fêtait. Maintenant que le petit est venu, que c'est compliqué. Comprenez, comprendre qui pourra. Eh bien, merci. Nous allons excuser notre troisième invité qui a eu une chance. Donc, vous allez vous déplacer. Vous allez vous mettre le fauteuil en face. Nous allons continuer l'émission à deux. Ça aussi, c'est les aléas du direct. Et les auditeurs, surtout ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux notamment, voir un peu ces déplacements. Docteur David Zodosé qui s'aide son fauteuil. Donc, non, peut-être c'est pour raison professionnelle. Il y a une situation, on aimerait, parce que ce dimanche, on aimerait avoir une bonne nouvelle peut-être à commenter autour de la situation de la presse, puisque dimanche dernier, nous avons suffisamment évoqué cette situation-là. Malheureusement, elle a évolué de façon négative, au point que nos confrères Ferdinand Haïté et Joël, à l'heure où nous parlons, sont à la prison civile de Lomé. Comment est-ce que vous vivez là cette dernière évolution? Non, ça m'attriste. Ça m'attriste dans le sens que on a fait les pieds et les mains
pour pouvoir obtenir la libération, somme provisoire de nos confrères et leur permettre de fêter près de leur famille, mais tel n'a pas été le cas. C'est avec étonnement qu'on avait appris leur transfert à la prison civile de Lomé. C'est bien dommage que nous en soyons arrivés là pour un délit de presse, qu'on incarcère et on emprisonne les journalistes. Je pense qu'on a poussé le bouchon trop haut et ça risque d'exploser. Ça risque d'exploser parce que nous avons des retours. Les gens nous interpellent. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Pourquoi on emprisonne des journalistes? Mais on ne sait quoi dire. Et c'est l'image du pays qui est traînée dans la boue. En cela, je voulais interpeller nos responsables, nos autorités, et il va clair. Déjà, on a signé une pétition qui circule pour qu'on puisse les interpeller. Nous aimerions bâtir ce Togo en convivialité et non dans la division. Si on a l'impression que certains peuvent décider du sort des autres, alors là, l'heure est grave. C'est vrai que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux une pétition. Quel est son objectif? L'objectif, c'est d'interpeller les responsables, les autorités, pour leur faire comprendre que l'heure est grave. Il n'y a rien qui s'est caché derrière cette pétition. Seulement mettre, comment dirais-je, l'opinion, permettre à l'opinion de connaître ce qui se passe. Que ce n'est pas autorisé, enfin, ce n'est pas acceptable qu'aujourd'hui deux journalistes se retrouvent en prison et qu'on puisse tout faire, chacun à son niveau, de contribuer à signer cette pétition ou à interpeller les personnes ressources pouvant permettre la libération de nos confrères. Luc Kabaki, dimanche dernier, on a évoqué la situation de la presse nationale, une presse nationale impactée dans une certaine mesure par la situation de la Covid. Et puis, cette dernière semaine, elle vit des moments difficiles avec l'incarcération de deux journalistes. Finalement, ils étaient à la mairie et puis, cette semaine, ils ont atterri à la prison civile de Lomé. Et quand on connaît un peu les conditions dans cette prison civile de Lomé, on rappelle que les Nations Unies avaient demandé il y a un peu plus de 2 ans que cette prison soit démantelée, démolie. Comment vivez-vous cette situation? Oui, naturellement, je serais un peu malheureux de constater qu'après tout ce que nous avons dit, tout le matraquage, signifiant toutes les faiblesses qui entourent justement cette procédure et la manière dont les principes démocratiques eux-mêmes ont été heurtés, percutés de façon flagrante. Et puis tout cela qui heurte le bon sens, nous avions espéré que les gens avaient des oreilles pour écouter et se dire, bon, mais écoutez, nous sommes en train de construire une société. Elle n'est pas encore consolidée, c'est sûr, il peut y avoir des faiblesses, mais il appartient justement à ceux qui sont devant, donc qui sont au piédestal de l'État et qui ont la responsabilité de conduire le peuple, de le mener vers un bon port, d'avoir le sens du sacrifice nécessaire et de ne pas être aussi sensible, trop vulnérable à des petits détails qu'on appelle aujourd'hui outrage ou diffamation ou quoi que ce soit. Parce que lorsque vous décidez effectivement de vous jeter corps et âme dans la gestion d'un bien commun, vous devez vous attendre à ce qu'on vous réclame des comptes d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer dans le dossier des confrères journalistes est attristant à plusieurs niveaux. Première chose, sur le plan de la procédure. En réalité, en jetant des journalistes en prison, l'autorité est en train d'ailleurs d'effondrer toute la dynamique qu'elle a mise en place qui permet de donner un statut particulier aux journalistes. Parce qu'avant, il suffisait de disposer d'un organe de presse pour être appelé journaliste. Mais après, on s'est dit, l'autorité elle-même s'est dit, non, il faut évoluer. Et donc, pour avoir la carte de presse aujourd'hui, c'est toute une procédure. Je parle sous le contrôle de la couleur. Cela veut dire que les gens sont triés sur le volet
pour mériter d'être journaliste. On ne peut pas, au regard de tout cela, après avoir mis en place beaucoup de tests et procédé par la formation, etc., faire en sorte que les journalistes aient un mérite dans un pays, que ces gens-là, qu'on puisse les jeter en prison sur la base des délits, enfin, des présumés délits. Hein? Et comme ça, on les met en violation de leur statut. La dernière fois, dans un débat, j'avais pris l'exemple d'un cadre militaire, par exemple. C'est-à-dire qu'un officier ou un militaire subalterne, quel qu'il soit, dans l'exercice de sa fonction, il commet une bavure. Est-ce qu'il est possible de lui appliquer le droit commun? C'est impossible. Et mon interlocuteur m'avait dit, ah oui, non, c'est possible parce qu'il y a des soldats qui avaient tabassé un jeune Ghanéen et que le ministère de la Sécurité ainsi que la présidence avaient sorti un communiqué indiquant qu'ils vont les juger avec la justice militaire et ensuite les envoyer dans le droit commun. J'ai dit, ben justement, voilà. C'est-à-dire qu'avant toute chose, on te juge sur la base de ton statut. Et donc, dans le cas d'un militaire, par exemple, s'il n'est pas révoqué de l'armée, c'est-à-dire s'il ne perd pas son statut de militaire, il est impossible qu'on puisse lui appliquer le droit commun. C'est des sanctions disciplinaires. Voilà. Donc, il faut bien qu'on le démette de son statut de militaire avant qu'on le mette. Donc, les statuts, les citoyens doivent pouvoir se valoir. Si on a senti le besoin de faire un statut particulier pour les journalistes, malgré l'existence du droit commun, c'est sans doute en raison de leur importance dans la construction ou dans la fondation de l'écosystème qui permet le vivre ensemble. Donc c'est en contradiction flagrante avec les principes qui régissent le vivre en commun. Et je crois que c'est l'occasion, bien entendu pour nous, d'inviter encore une fois nos gouvernants à se montrer cohérents. Autrement dit, on a comme le sentiment que nous faisons du coq à l'âne. Et on n'a plus de vision. On ne sait plus si notre dynamique est d'évoluer ou alors d'évoluer en dents de scie ou même carrément de reculer. Avec cette évolution, on peut conclure quand même que à mi-parcours, il y a un échec par rapport à ce qu'on a appelé les couloirs. Visiblement, parce que au final, les deux journalistes sont atterris à la prison civile de Lomé. Mais les conséquences, est-ce que les journalistes de plus en plus au Togo vont s'auto-censurer, vont avoir peur, vont faire attention au choix des mots, par exemple? Avant de répondre à ta question, j'aimerais renchérir, sans pour autant faire l'apologie du crime ou des délits et de professionnels, que la règle générale en droit, c'est que le particulier prime sur le général. Vous l'avez dit dimanche dernier quand vous étiez ici. Évidemment. Et je vous donner une preuve. La fois, il y a une dame qui devait accoucher dans une clinique et il s'est fait que il y avait eu des fautes professionnelles d'une sage-femme. Est-ce que cette femme a été jetée en prison? Non. Ce n'est pas une apologie. Nous ne cautionnons pas les délits ou les crimes professionnels. Mais c'est un principe de droit qu'on nous applique. Bon, maintenant, ta question. L'autocensure est déjà là. Non seulement pour les journalistes, mais aussi pour la population. La fois dernière, je suivais Togbé et Dangban Sylvain, qui est chef traditionnel du quartier d'Adapamé, sur Victoire FM, dans l'émission de Jacob Arama, mais qui disait qu'il est obligé de parler en parabole, compte de la situation. Mais si les garants des us et coutumes en viennent à parler en parabole, et que les autorités religieuses soient obligées de se résigner, mais disons que le pays va mal. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que l'autocensure s'est déjà installée? Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on cultive, en tout cas, on multiplie des méthodes pour justement empêcher le citoyen d'être libre à s'exprimer comme il se doit. C'est vrai, nous devons aussi reconnaître que nous n'avons pas atteint un niveau irréprochable dans l'exercice de nos fonctions.
Donc, il est possible qu'on puisse déraper. Il est possible qu'il y ait un glissement et qu'on puisse être coupable de délits. Justement, c'est pour cela que les lois existent. Et lorsque ces lois-là, cette situation arrive, il faut que les gens aient la tête sur les épaules. Lorsque le citoyen a le sentiment que, en fait, le gouverneur a une tendance malsaine à exprimer ou manifester une méchanceté, une façon assez cruelle de le traiter, il brise, en fait, cette situation brise le capital confiance qui doit fondamentalement exister entre les gouvernants et les gouvernés et qui permet justement de construire le pays. Donc, si nous en arrivons à cette situation où le dirigeant a une tendance manifeste à vouloir faire mal, à aller à l'extrême parce qu'il est fâché, il y a un problème. Parce que le leader, c'est celui qui a toujours la tête sur les épaules, qui voit plus loin que le peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est au-dessus du peuple et qu'il le guide. Donc, lui, il ne doit pas être vulnérable à des détails. Lorsqu'il est vulnérable à cela, ça veut dire qu'il peut créer une banqueroute totale dans la gestion du pays. Ce dimanche, en réalité, nous devons passer notre temps à revenir sur un certain nombre de situations, notamment politiques, sociales et sportives dans notre pays. Mais malheureusement, l'actualité de la presse fait que nous sommes obligés de revenir sur cette situation, puisqu'on sait aussi qu'on fait cette émission. Malheureusement, nous devons avoir aussi une pensée pour Dimas Dikodo, qui est aussi détenu depuis plusieurs semaines maintenant dans une autre affaire, une affaire liée au trading. Un mot sur cette autre affaire-là. Oui, disons que, vous savez, le plaidoyer que nous sommes en train de faire, en tout cas le discours que nous le tenons dans le contexte de l'exercice du métier de journaliste. Il faut que ça soit très clair, parce qu'au-delà de ce que le journaliste a un statut particulier, il est un citoyen. Alors, si il n'est pas dans le contexte de sa fonction de journaliste, nous n'avons pas le pouvoir ou les moyens de pouvoir nous prononcer sur son dossier. C'est vrai que notre prière, c'est de voir tous les journalistes jouir de leur liberté et d'avoir les conditions optimales nécessaires pour exercer leur métier, parce que nous connaissons tous l'importance de l'activité journalistique dans la création de l'écosystème qui permet d'asseoir les socles de la démocratie. Cela dit, nous ne pouvons qu'appeler au respect des règles démocratiques, des règles procédurales, de faire en sorte que lorsque, même si le journaliste a été victime ou coupable d'un délit qui sort de son cadre de journaliste, que ses droits soient respectés. Nous espérons que dans le contexte, dans le cas que vous avez évoqué à l'instant, les droits de notre confrère seront effectivement respectés. Bien, parce que l'idéal n'est pas la détention, mais c'est la liberté a priori. Merci. Voilà. Oui, non, une pensée pieuse à l'endroit de Dimas. Et c'est vrai que ce n'est pas dans l'exercice de sa profession de journaliste qu'il a été arrêté. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. On a fait des démarches, on a fait ce qu'on peut. Mais on ne peut pas se prononcer officiellement sur son cas au risque de nous décrédibiliser nous-mêmes. Mais n'oublions pas que son arrestation a un impact sur sa production. Voilà. Son journal ne paraît plus comme avant. Donc ça a un impact sur la production. Ça n'a pas sur l'environnement journalistique du pays. C'est en cela que nous souhaitons que sa place n'est pas là-bas. Qu'il revienne. Dimas n'est pas un vilain homme. Dimas n'est pas un brigand qui est sorti de la prison, mais puisque là, il a été aussi déposé. Oui. Donc, même s'il n'est pas à la prison civile, qui se trouve à la DPJ, Il est incarcéré. Il est incarcéré. Sous mandat de dépôt, il est D'accord, incarcéré. il est incarcéré. Il est privé de sa liberté. Qu'on le laisse continuer son travail, quand on a besoin de lui, il va répondre. Oui, justement, sur ce plan, je vais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que la détention préventive est devenue une mode dans notre pays. Vous l'avez aussi dit dimanche. Voilà, au point où on ne comprend pas pourquoi les autorités judiciaires prennent autant de plaisir à outrepasser ou à contourner les mesures alternatives qui permettent d'éviter la détention préventive. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit,
plus de 56% des détenus dans notre pays, à tout point de vue, sont en détention préventive. Mais c'est une incongruité incroyable. On ne peut pas accepter cela. Ça veut dire que les gens développent une forme de cynisme ou même de sadisme. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à faire mal. Et ça, c'est qu'on n'est pas dans un contexte de construction d'une démocratie. Je crois qu'il y a un livre qui a été écrit sur le Togo, il est dit, une démocratie en construction. Lorsqu'on est en construction, voilà, lorsque nous sommes dans une dynamique de construction, mais on ne défait pas les briques déjà montées. On ajoute pour qu'on soit en train de construire. Mais on a l'impression qu'on est en train de défaire les fondamentaux qui devraient permettre de construire justement un bâtiment solide. Nous aurons le temps sans doute d'ici la fin de l'émission de revenir toujours sur la situation des journalistes, notamment ceux qui sont détenus à la prison civile de Lomé. Nous allons jeter un regard sur l'actualité politique au Togo. Cette actualité, vous savez qu'elle est elle aussi impactée dans une certaine mesure par la pandémie de la Covid-19 au Togo cette année. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de grands rassemblements politiques. Visiblement, les restrictions sont expliquées par cette pandémie-là. Est-ce que c'est des situations qui vous inquiètent ou pas? Non, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Et nous avons l'impression que le gouvernement a trouvé un allié de poigne pour pouvoir étouffer toute velléité de manifestation publique dans l'œuf à cause du coronavirus ou toute contestation qui générait le pouvoir. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous voyez, la situation est morose sur le plan politique. Aucun parti politique n'a organisé une manifestation, n'a organisé aucune activité politique. Or, les politiques doivent sensibiliser leurs membres et leurs adhérents et autres. Mais, vous vous souvenez, la DMK a voulu faire un rassemblement, pas un rassemblement, mais comment dirais-je, une conférence en interne au niveau de Moukafou. Mais c'est les gendarmes qui étaient allés les faire sortir. C'est pas normal. On ne peut pas continuer dans cette lancée. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'activité politique, dit de cette façon aussi, c'est un peu exagéré, n'est-ce pas? Puisque certains partis politiques ont pu faire des conférences de presse dans ce pays cette année. Est-ce que l'activité d'un parti politique, c'est de faire la conférence de presse? Non. Ça fait partie. Non. La conférence de presse, ça fait partie des outils de communication. Oui. On peut interdire les conférences de presse, puisque dans ce pays, vous avez souvenance que les conférences de presse ont été interdites. Mais ce n'est pas normal. Il ne faudrait pas que la normalité devienne la règle dans notre pays. Ce n'est pas normal. Toute personne, tout individu peut organiser une conférence de presse pour exprimer son idée sur quelque chose. Est-ce que cette absence ou cette restriction qui est constatée au niveau des partis politiques, notamment des manifestations sur la voie publique, des manifestations ouvertes, est-ce que ça a des conséquences relativement néfastes ou pas au niveau de la presse? Évidemment, on n'a plus de grain à moudre. La presse vit des activités des partis politiques, des citoyens. Non seulement les partis politiques, aujourd'hui même, la société civile est aussi impactée. Professeur David Dosset serait ici, il va vous édifier sur les activités que voulait mener Fonds citoyen de Côte d'Ivoire pour informer, ne serait-ce que la population, sur la manière dont notre justice est gérée, suite au sortir du président de la Cour suprême, qui disait que nous vivons dans une insécurité judiciaire. Et ça, la société civile voulait informer la population du concept d'insécurité judiciaire. Mais combien de fois le préfet n'a pas interdit pour cause des virus? Mais c'est bien dommage. C'est la même question des restrictions qui sont apportées aux organisations politiques. Vous vivez cela sans doute. Est-ce que c'est inquiétant? Mais naturellement, en fait, il faut juste... Vous savez, lorsque vous voulez mener certaines activités ou prendre certaines mesures, regardez un peu autour de vous, quoi, en fait.
Le virus n'a pas été fabriqué par le Togo. C'est un virus mondial, il a envahi tous les pays. Et Dieu merci, l'Afrique a fait preuve d'une résilience manifeste à ce qui concerne justement la propagation de cette maladie-là. Donc déjà, c'est un bon point pour nos pays. Mais tout autour de nous, que vous allez à Ouaga, vous allez à Cotonou, vous allez à Abidjan, les activités se mènent avec oui, partout, je veux dire. Nous sommes encerclés par une dynamique sociétale qui montre que, en fait, malgré l'existence du virus, les gens ont compris qu'il faut vivre. Voyez-vous? La dernière fois, il m'est arrivé de sortir un article, d'écrire un article, et de faire part d'un propos tenu par Agalawa, l'humoriste ivoirien, qui dit que lorsqu'il organise un spectacle à Abidjan, il va engager à peu près 30 millions de francs CFA pour organiser le spectacle. Et qu'en retour, après avoir enlevé toutes les charges, il aura au moins entre 25 et 30 millions comme bénéfice net. Et j'ai souri. Au même moment, j'ai jeté un regard sur nos artistes ici au Togo. Non seulement ils ne peuvent même pas engager ces ressources-là pour organiser un spectacle, mais encore gagner jusqu'à 25 millions, c'est une aubaine. Voilà des gens qui ne gagnent pas grand-chose, mais à qui on interdit aussi la possibilité de se faire valoir en société. Toutes les activités culturelles sont mises en berne, nous sommes d'accord, parce que le palais de congrès est fermé, vous ne pouvez pas regrouper des gens pour les égayer. Or, l'activité que vous menez, c'est elle d'abord qui vous permet d'exister et de donner un sens à votre vie. Lorsqu'une société n'est pas en mesure de s'animer, parce que lorsque nous parlons des politiques, l'homme politique n'a d'essence que lorsqu'il regroupe des gens à qui il infuse sa vision et autour de qui beaucoup de choses se construisent. Alors lorsque tout ça là est interdit de façon systématique, ça veut dire qu'on est en face d'une platitude de vie. Non, mais est-ce que le pouvoir ne le sait pas? Oui, il le sait. Il le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous interrogeons sur ce qui fonde toutes ces mesures-là et qui réduisent justement la population à un attentisme, à une forme de résignation permanente. Un peuple non épanoui ne peut pas contribuer à construire la richesse du pays. Et je me demande, mais tout le monde connaît les fondamentaux qui permettent à un État de vivre. C'est d'abord la capacité pour chaque citoyen de créer de la richesse. Et si les citoyens ne sont pas épanouis, bien sûr qu'ils ne se sentiront pas, disons, concernés par ce qui se fait en haut. Mais dans cette situation-là, bien sûr que l'État lui-même va finir par suffoquer à un moment donné, parce que sa capacité à générer, à produire ou à créer de la richesse est en train de s'effondrer. Est-ce que vous voyez? L'État ne crée pas la richesse, l'État crée des conditions. C'est ce que je dis, c'est le peuple qui crée la richesse. C'est-à-dire que l'État ne vit que des recettes qu'il prend sur la richesse que les citoyens créent. Donc, si les citoyens eux-mêmes sont bâillonnés, ils ne sont pas capables de créer la dynamique ou d'être là pour produire la richesse. Comment l'État, c'est vrai, il y a des aides budgétaires, il y a des appuis, etc. Mais ça représente quoi par rapport à la capacité de création de richesse dans un État? Vous êtes en train de faire en même temps le lien avec le secteur économique. Il y a un souci. Oui. Je reviens sur le plan politique, puisqu'on sait que cette Covid, cette Covid-19, on ne sait pas si elle va finir, pas finir l'année prochaine, prochaine. À la nuit où vont les restrictions, est-ce qu'on peut dire que le Togo est parti pour plusieurs années sans activité politique? Moi, je dirais même plus que si Covid n'existait pas, le Togo allait l'inventer. Parce que c'est devenu son allié. Pour pouvoir restreindre les libertés publiques. Si aujourd'hui on dit que c'est fini pour le coronavirus, je ne sais quel alibi le pouvoir aura pour restreindre les manifestations publiques. Mais en fait, dit aussi de cette façon-là, ce pouvoir, on le connaît, il est là, ça fait des années, il n'y avait pas la Covid, mais ce pouvoir avait existé. Donc cela suppose quand même que si éventuellement la Covid disparaissait demain, le pouvoir va s'adapter. Bon, peut-être, mais n'aura plus cette facilité de se cacher derrière Covid. C'est tout ce que moi je fais remarquer. Mais même cette question est intéressante. À partir de l'instant où il a toujours vécu,
et il a eu la marge qu'il faut, sans Covid. Quel est l'intérêt alors de restreindre autant les marges d'activité des gens, politiques, etc. Dès lors que lui-même il a l'assurance que bon, ben, ça ne porte pas ça ne porte pas en torse ou bien ça ne l'empêche pas de dérouler sa politique. Pourquoi donc le gouvernant va jusqu'à restreindre toutes les libertés d'exercice des activités dans un pays? Ça veut dire qu'il est en train de s'auto-flageller. Voyez-vous? C'est ça qui est pas forcément. Mais si. Oui, mais en fait, aussi, par exemple, la raison d'être du gouvernement, c'est quoi? Mais la capacité, vous savez très bien que chaque pays a une capacité hospitalière différente, qu'on soit à Abidjan ou à Dakar ou à mais il y a des les autorités togolaises ont voté pour beaucoup plus de fermeté. Non, la capacité. La fermeté dans quel but? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'en fait, si aujourd'hui moi j'apprends que mon pays est obligé, par trimestre ou de façon régulière, d'aller sur le marché régional pour faire des emprunts obligataires à des taux très élevés parce qu'il est en train de suffoquer et il a besoin des ressources fraîches pour pouvoir faire face à ces charges régaliennes, je m'interroge. Parce qu'en réalité, l'idéal, c'est quoi? Après 60 ans d'indépendance, quand même, l'indépendance, ce n'est pas un mot. Ça doit être une situation, un état d'esprit. Alors, si vous êtes obligé de vivre dans cette précarité permanente, et de n'avoir de vie qu'à partir des prêts. Et hypothéquer hypothéquer même, voilà, il y a un problème. Ce que nous disons, c'est que nos dirigeants fassent preuve de vision et de faire en sorte à comprendre en réalité quel est le mécanisme réel de fonctionnement d'une société. Comment il peut créer la richesse à l'interne. Mais si, au même moment, vous bâillonnez tout, vous faites même en sorte que lorsque les gens émergent sur le plan économique, vous les regardez en chien de faïence, au point même d'être frileux, ou même de les redresser de manière à maintenir le peuple à un niveau moyen de performance. La conséquence, elle est là. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus créer de la richesse. Et donc, votre existence même finit par ne plus avoir sa raison. Est-ce que vous voulez dire que les restrictions dont on parle sur le plan politique ont des répercussions ou ont des liens évidents avec le secteur économique? Évidemment, c'est plus que sûr. Et interroger tout simplement les opérateurs économiques dans le pays. Mais lorsqu'on parle de la vie chère, mais pourquoi la vie est devenue chère? C'est parce que les ressources se font de plus en plus rares, alors que les besoins augmentent. Lorsque les besoins augmentent parce que la population augmente et les ressources ne sont pas là, la vie devient chère. C'est une flambée naturelle. Comment faire pour empêcher cela? C'est que l'État doit comprendre que lui, à lui tout seul, il ne peut pas avoir sur ses épaules la vie de tous les citoyens. L'intelligence veut qu'on leur donne la marge qu'il faut pour pouvoir s'autosuffire. Mais quand vous ne leur donnez pas la marge, vous les empêchez de circuler, de se mobiliser, de se frotter les cervelles contre celles de l'autre, de manière à faire jaillir des idées qui permettent de créer la richesse, d'entreprendre. Bien sûr que cela va vous rattraper à un moment donné. Bien, merci. On a noté cette année 2021 au Togo, il n'y a pas que les restrictions sur le plan politique. Il y a eu par moments des discussions qui ont fini, notamment en juillet dernier, les concertations nationales entre acteurs politiques. Ces concertations-là ont été perçues comme une nouveauté au Togo. Mais au final, on a eu comme l'impression, comme si quelque chose ne s'est pas bien passé. Non, j'étais de ceux qui disaient que bon, c'était une manière de museler l'opposition. Et l'histoire nous a finalement donné raison. Beaucoup n'ont pas répondu à l'appel, notamment les partis politiques relevant de la DMK. Et aujourd'hui, ils ont raison. Ceux qui se sont frottés à l'exercice ont vite déchanté. Le cas s'est retiré. Et plus tard, l'ANC. Et c'était à la veille de la conclusion. Mais on se pose deux questions. Est-ce que ces concertations n'étaient pas juste pour étouffer ou, comment dirais-je, annihiler les contestations des résultats des élections de 2020? Je crois que c'est ça. C'était un marché de dupes. L'histoire, parce que toutes les conclusions qui ont été, les engagements pris, les résolutions ou les recommandations, mais aucune n'a été mise en application. Aujourd'hui, l'histoire donne raison à ceux qui ont dit que bon, c'était vraiment un marché de dupes.
Et c'est bien dommage que le Togo en soit là à plus d'une vingtaine d'accords politiques et que nous restons aussi dans cette léthargie. Donc pour vous, cela ne garantit pas une prochaine élection juste, équitable, démocratique, sereine. Mais allez poser la question aux acteurs politiques. Mais vous êtes un observateur. Nous sommes observateurs. Moi, je reste perplexe. Je reste perplexe. Je suis journaliste. Je vois ce qui va se donner. Mais aujourd'hui, connaissant le fonctionnement du régime, je crois que bon, devant eux, il n'y a rien. On ne peut plus les obliger. Même la composition de la commission électorale, mais ce serait toujours en leur faveur. Et la vérité des urnes ne sortira jamais. Est-ce que vous avez le même sentiment également? Mais moi, je dirais même plus, en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'en France, les leaders politiques se retrouvent pour un dialogue politique? Ou dans les pays démocratiques, etc. Mais pourquoi il n'y a pas ça là-bas? Tout simplement parce que lorsque vous êtes élu, vous connaissez votre responsabilité. Vous savez que l'État est construit sur un certain nombre de principes républicains. Et votre devoir, donc, c'est de dérouler votre vision en respectant la part qui revient à chaque citoyen. C'est ça le principe, en fait. Et donc, le rôle du leader ou du dirigeant, c'est de faire en sorte que l'ensemble des citoyens se retrouvent dans l'écosystème qui est créé et que chacun puisse s'assumer. Donc, lorsque vous êtes dans ce contexte, vous n'avez pas besoin d'un dialogue politique. Parce qu'en réalité, quand ils se retrouvent, de quoi parlent-ils? Ils parlent de ce qui est déjà défini par les lois de la République, mais qui n'est pas respecté. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on dit oui, ben, la commission nationale indépendante, il va falloir la mettre sur la base d'une parité ou de quoi que ce soit. Et lorsqu'on va dire non, il faut libérer les prisonniers politiques. Mais est-ce qu'on a besoin en réalité d'un dialogue pour amener le dirigeant à comprendre qu'il ne sert à rien de mettre des leaders politiques en prison? Non, parce que c'est un principe sacro-saint qui est connu dans la société. Est-ce que vous voyez? La parité ou bien le besoin d'impartialité d'une structure qui est chargée d'organiser les élections dans un pays, c'est-à-dire une structure qui sert d'arbitre. Lorsque le dirigeant est sûr de lui et il sait que son pouvoir vient du peuple, son travail ne va pas consister à s'attirer les avantages de la commission en question, mais c'est de travailler sur le peuple de manière à se faire comprendre et à se faire adouber par ce peuple-là. Donc, il n'a pas besoin de créer, de mettre en place une commission qui soit à sa faveur. Vous faites une comparaison. Lorsqu'on dit... Vous faites une comparaison avec les grands pays qui ont sans doute passé par cette étape aussi. Alors, oui, mais après combien d'années? On Justement, ne va pas inventer. Aujourd'hui, nous proclamons pays démocratique. On est d'accord? Non, on va dans un processus démocratique. Attends, mais... Ça fait plus de 20 années. Quelle est l'étiquette? C'est-à-dire que lorsqu'on veut parler du Togo, on le définit comme quoi? Une monarchie, une autocratie, une dictature ou une république? C'est une république. C'est une république. Donc, la république c'est une identité qu'il faut assumer. On est d'accord? Donc, c'est pour dire quoi? Que le sens de responsabilité du gouvernement est engagé de façon formelle dans un contexte pareil parce que, quel que soit ce que nous disons, en fait, c'est sur lui que retombe tout ce qu'on aura comme résultat ou image ou identité même du pays. Donc, plus il œuvre pour consolider les principes démocratiques, mieux il étoffe son image de gouvernant, de républicain, etc. C'est ça qui permet à tout dirigeant de rentrer dans l'histoire. Mais s'il rame à côte courée, tout ça là pose le problème du regard ou même de la perception que nous avons du pouvoir. Nous ne devons pas considérer le pouvoir comme une fin en soi et en faire peut-être à la limite même un métier. Ce n'est pas la peine parce que le pouvoir est un moyen qui permet aux citoyens d'afficher ou de se faire valoir ou de montrer de quoi il est capable. De manière que, au fur et à mesure que l'histoire même du pays évolue, que cette histoire évolue avec son nom. Bien, merci. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup, Voilà. Nicolas Baki. Je rappelle que vous êtes ancien directeur général de LCF. Isidore Akolos est lui le deuxième invité. Il est le président du PPT. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir dans l'émission comme c'est de tradition sur les deux numéros 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Nous aurons d'autres sujets également à débattre dans les prochaines minutes. L'auditeur qui est en ligne. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, oui. Oui, c'est Thérèse. Oui, vous êtes à l'antenne.
Allez-y. Je salue le plateau, je salue les collègues et journalistes. Bon, la première préoccupation pour moi, je pense que le 24 décembre passé, M. Ferdinand et déjà étaient en prison. Le 24 décembre, parce que cela ne sont février, et que les deux sont partis pour que naisse la démocratie au Togo. Merci, on le souhaite, du courage pour la détermination. La question que le Togolais va se poser, est-ce que si aujourd'hui il y a un voleur, quelqu'un qui vole, et qu'on tue voleur, et que quelqu'un a attrapé le voleur, sa police vient, il ira en prison. Donc c'est celui-ci a attrapé le voleur, il ira en prison, et le voleur restera tranquille, circuler. On a dit dans ce pays, le chef de l'État dit que si l'unité n'attaque pas la chaîne du pays, on peine à savoir cette unité, ce groupe. Mais M. Ferdinand a pu décortiquer un groupe de voleurs et qu'il a arrêté, et que le gouvernement même a fait une étude pour chercher à savoir, et il a constaté que c'est une réalité. Maintenant, M. Ferdinand va en prison. Celui qui a arrêté les voleurs va en prison. Bravo. La deuxième préoccupation, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on est en train de nous démontrer que si chaque temps, on nous dit que le Togo est premier en Covid, c'est-à-dire l'utilisation de le Togo fait du bon, mais on ne peut pas juger de ce rang de premier-là, et encore le 24 décembre, on nous bloque dans la maison. Ou qu'on ne peut pas avoir le menu chrétien que les pays noirs, les Canadiens, tout le monde en avant. On a vu sur les médias, c'est grave pour le Togo. Merci. Bien, merci finalement pour les deux interventions. Il a exprimé ses préoccupations. Je ne sais pas si vous avez une réaction après ces deux préoccupations. Oui, mais en fait, sur la question de Ferdinand, en réalité, aujourd'hui, on les accuse d'un délit. D'accord? Malheureusement, dans le pays, il y a eu des cas de crimes, en fait. Que ce soit des crimes économiques, des crimes de sang, des crimes, etc., qui sont le summum, en fait, dans une société, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus insupportable, d'intolérable. Mais on n'a pas vu de célérité de la part de la justice togolaise, voyez-vous. Et donc, lorsqu'on prend quelqu'un pour une question de délit, de simple truc, et on le met en prison, mais dans un enfermement total, oui, non seulement ça choque, mais il y a un paradoxe. C'est-à-dire, on se dit, mais il y a un acharnement. Pourquoi? Est-ce qu'on veut le bien du pays? Si on veut le bien du pays, lorsqu'il y a un crime économique, le gouvernement sachant très bien que ce qu'il gère ne lui appartient pas, mais appartient au peuple, et qu'un crime économique, une corruption, quoi que ce soit, compromet le vivre ensemble, il ne peut pas attendre qu'on lui demande de réagir. Il doit pouvoir le faire parce que c'est son rôle. Bien, merci. Voilà. Mais quand on ne le fait pas, et c'est parce qu'on a parlé mal d'un ministre, juste pour écorcher son ego, on enferme les gens, et il y a un problème. Mais justement, sur cette question, depuis une quinzaine d'années, la presse nationale a révélé un certain nombre de scandales dans notre pays. Ces scandales-là n'ont pas suscité autant de réactions, notamment au niveau du pouvoir public. Publiquement, on ne sait pas si ceux qui sont souvent cités, s'ils sont inquiétés ou pas. On a l'impression comme il y a un deux poids, deux mesures. Non, évidemment, c'est un reproche à notre justice. Et la fois dernière, j'étais à l'atelier où la manifestation sur la journée de lutte contre la corruption avec Rapucia. Moi, j'avais posé la question au président mais quelle suite a-t-on donné à son interpellation de la justice concernant la route Lomé-Vogan-Enfoin, concernant la gestion des fonds de la canne. Des fonds de la canne. Mais il dit que bon, lui, il a déposé, donc il reste au ministère public de faire son travail. Mais dans quelle république sommes-nous? Vous vous souvenez que dans cette affaire de corruption et de la route Lomé-Vogan-Enfoin, nos confrères sont toujours restés en justice, notamment liberté et rendez-vous. Jusqu'à présent, mais ils sont toujours là. On ne l'a pas donné raison. La justice ne s'est même pas prononcée. Et pire encore, c'est là où je salue le courage
du président Abdoulaye Yaya, qui a parlé d'insécurité juridique dans notre pays, judiciaire plutôt, l'insécurité judiciaire dans notre pays. Mais allons-y comprendre quelque chose. Il s'agit d'une dénonciation. En réalité, est-ce que vous avez l'impression que ça va être suivi des faits? Puisque dans notre pays, le fait de faire des constats venant notamment des plus hautes personnalités du pays, c'est pas nouveau, on le sait déjà. Quand on a un certain nombre de manquements, quels sont les remèdes qu'on apporte à ces manquements-là? Mais il n'est pas, Abdoulaye n'est pas le premier, le président de la République, Pelé vient de le dire. C'est ce qu'il dit. Oui, mais il ne faudrait pas faire seulement les constats, mais aussi aller pour punir et enquêter sur la question. Mais tel n'est pas le cas. Donc, le sentiment que nous avons, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Et c'est le bas peuple qui coupille. Les nantis sont toujours là à piller les biens. Merci. Le deuxième auditeur. Allô? Notre ami qui était passé en premier PV faisait le constat comme quoi dans certains pays il y avait eu mini chrétiens. C'est vrai que dans certains pays africains il y a même les plus grands concerts ces dernières années. Et ça aussi on le sait grâce aux réseaux sociaux, grâce aux télévisions internationales. Il y a ce sentiment-là, comme si là aussi, je ne sais pas si on va parler. On ne sait pas ce qui se passe. Non, je pose des questions. Oui. Non, mais c'est quand même extraordinaire parce que à partir des éléments même qu'il a évoqués, effectivement, moi j'avais même posé, c'était une dame qui représentait à un séminaire où elle a dit effectivement que les dossiers avaient été transmis au procureur de la République et que bon, il lui appartient justement d'initier la procédure judiciaire. Il n'y en a pas eu. Mais là, ça pose un problème quand même. C'est-à-dire que c'est ce que j'étais en train d'évoquer. L'argent de l'État n'appartient pas à un individu. L'argent de l'État appartient au peuple. C'est d'ailleurs pour ça que la population doit être considérée comme des actionnaires de l'État. Donc, ça veut dire que plus vous faites preuve de transparence et d'équité dans la gestion des biens publics, mieux vous êtes aimé au sein de la population. Mais si vous-même, vous vous montrez complaisant, soit vous êtes complice de ce qui se fait là, cela veut dire que vous prenez le pouvoir comme un instrument de jouissance. Et donc vous ne comprenez pas votre redevabilité vis-à-vis de la population. Et là, vous êtes obligé, pour être là où vous êtes, d'utiliser la force. Parce que ce que vous devez faire pour mériter la foi et la confiance du peuple, c'est l'application rigoureuse des lois. C'est le fait que vous soyez droit, que vous respectiez le bien commun qu'on a mis à votre disposition pour que vous puissiez gérer, réguler et faire en sorte que la société puisse évoluer. Donc, si tous ces éléments-là ne sont pas réunis, il y aura un problème. Et vous verrez que si vous avez envie d'y rester, vous allez tordre le cou au principe républicain en utilisant donc la force, en vue d'étouffer justement les velléités de contestation de la population. Je crains que nous y soyons déjà, parce que au-delà, au regard de tous les éléments que nous sommes en train d'évoquer, et je crois que c'est le rôle de la presse justement. Lorsqu'il y a des situations comme ça, le dirigeant n'est pas censé connaître les problèmes au détail près sur le terrain. Lorsque la presse en fait l'écho, il doit en même temps récupérer la situation, la tirer au clair. Ce n'est pas évident que ce que la presse a dit est toujours vrai, ou que la presse a... C'est pour ça qu'il y a une justice. C'est pour ça qu'il y a la justice. Et on ne peut pas comprendre la complaisance. Lorsque vous mettez vous-même une institution comme Apluchia, chargée de lutter contre la corruption, parce que vous êtes étiqueté au plan international comme un des pays les plus corrompus. Donc vous mettez l'institution, ça veut dire que vous êtes de bonne foi. Mais quand l'institution travaille, parce qu'elle n'a pas les moyens coercitifs nécessaires, elle doit toujours passer par la justice. Et elle rend les dossiers là-bas qui ne sont pas suivis des faits. Ça veut dire que vous l'avez fait juste pour distraire. Vous l'avez créé pour distraire les gens, tromper la vigilance des gens, parce qu'en réalité, votre conviction n'est pas de lutter contre ça. C'est noté. Voilà. Maintenant, on va essayer le deuxième auditeur. Allô? Alors, Radio Pyramide. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Honorine, je vous appelle d'Angola Goupé. Ok, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, j'aimerais poser deux questions. Ma question est que aujourd'hui au Togo, l'urgence c'est quoi? C'est de jeter les journalistes en prison
et laisser la population informée, ou bien les sociétés civiles, ils n'ont rien à dire dans tout ce que les populations disent. On a faim au Togo, on n'arrive même plus à manger une seule fois par jour. Maintenant, partis politiques et autres là, aujourd'hui, nous les populations, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul parti politique au Togo qui est le régime en place. Maintenant, pour le régime même, elle ne trouve pas cela comme un danger. Si la population se tait et le jour où la population va se lever, il y aura plus un parti politique devant la population pour revendiquer ses droits, mais les populations même vont se lever pour revendiquer leurs droits. Merci et bonne émission. Bien, merci pour votre analyse, Honorine. Je rappelle que les femmes sont les bienvenues ici, et ça aussi c'est une réalité togolaise. Il y a très peu de femmes qui interviennent dans des émissions comme les nôtres. Je salue donc au passage Madame Honorine. Voilà son analyse. Non, elle a parfaitement raison. C'est ce que nous disons tantôt. Heureusement qu'elle est venue mettre de l'eau à notre moulin. Donc, c'est la triste réalité. Nous ne le disons pas parce que nous sommes contre le pouvoir, mais nous sonnons le tocsin pour que le pouvoir puisse réajuster, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont à la commande. Donc, il va falloir faire de sorte que les Togolais puissent se sentir à l'aise dans leur pays. Elle a dit quelque chose de très fondamental. Le Togolais n'arrive pas à manger un seul repas chaud par jour. C'est très grave. Ce n'est pas une invention. Quand vous prenez des décisions qui ont décimé, comment appelle-t-on, l'économie, le secteur formel, allez-y, tous les opérateurs économiques, mais vont vous dire que rien ne marche. Beaucoup ont plié bagages pour s'installer soit au Bénin, au Ghana, au Burkina. Et que le secteur informel est aussi inexistant. Mais l'heure est grave. Or, on sait que le secteur informel qui soutient l'économie informelle. Et c'est ça qui constitue plus de 70% des rentrées de ressources. Sur les ménages. Sur la question des urgences, Oui. les Togolais, de plus en plus de Togolais disent avoir faim. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vous avez dit même que certains ne mangent pas une seule fois par jour. Non, c'est la madame vient de le dire. Un repas chaud par jour. À Lomé, hein. Ouais, À Lomé, on ne parle pas dans les conditions. Cela suppose que c'est plus grave à l'intérieur. Vous savez, c'est oui, grave. bien sûr, il suffit de faire un petit tour à l'intérieur, vous comprenez le niveau de précarité actuel. Donc, il a dit quelque chose tout à l'heure, c'est que nous ne disons pas, nous ne parlons pas parce que nous sommes contre le pouvoir. Moi, je ne sais même pas ce qu'on peut donner comme sens quand on dit on est contre quelqu'un. Non, on peut être contre les actes de quelqu'un. En réalité, si nous sommes fondés aujourd'hui à parler, c'est parce que nous nous considérons d'abord comme des citoyens, donc devant participer à la gestion de la cagnotte de l'État, ou du moins du bien commun. Et donc, en tant que citoyens, nous avons des droits. Et c'est à ce titre, justement, que nous appelons, nous interpellons justement les dirigeants pour qu'ils comprennent les dysfonctionnements qu'il y a au sein de la société et qui expliquent la situation de précarité actuelle. Parce que le fait que vous soyez dirigeant ne veut pas dire que forcément vous êtes le plus intelligent, vous avez tous les moyens de dérouler une politique qui assure le bien-être de la population. Voilà pourquoi vous devez composer avec toutes les forces vives et toutes les composantes de la société. Et voilà pourquoi vous devez laisser l'espace de manière que chacun puisse se faire valoir dans le domaine où il se sent le mieux, ou du moins il est en résonance optimale. Voyez-vous? Donc, si nous sommes arrivés là, et les citoyens eux-mêmes sont obligés de dire, mais, écoutez, nous avons faim. Mais lorsque les gens ont faim, ça veut dire qu'ils ont un problème de survie. C'est-à-dire que le principe même de leur existence est menacé. Et dans ces conditions-là, aucun dirigeant ne peut être à l'aise normalement. Et donc, voilà pourquoi nous donnons des solutions. Nous faisons d'abord, nous posons le diagnostic, et puis nous suggérons des choses de manière que, à partir de l'instant où
la vocation du dirigeant, c'est d'œuvrer pour l'épanouissement et l'éclosion même de la vie de la population, puisse en tenir compte. Alors si on n'en tient pas compte, et on continue même de serrer les taux, ça veut dire qu'on est dans une logique d'étouffement systématique. Mais pour quel but? C'est ça la vérité. Donc, nous disons qu'il faut que les gens comprennent qu'ils ont pris des mesures. Les mesures ont des retombées négatives. Il va falloir tirer la leçon. Oui. Et donc, revenir sur ces mesures-là et comprendre qu'il faut revoir les choses. On ne peut pas avoir peur d'avoir des citoyens riches dans le pays. Ce n'est pas possible. Si vous avez une phobie, parce que vous avez des gens épanouis et qui peuvent devenir des menaces pour vous, il y a un problème. Parce qu'un dirigeant, il travaille pour que sa population puisse s'épanouir. Pour mieux comprendre ça, il faut prendre le contexte d'une famille. Le parent, son rôle, c'est de faire en sorte que ses enfants puissent même le dépasser un jour en termes d'épanouissement, d'éclosion, etc. C'est sa seule fierté. Mais si vous avez des enfants, vous avez des enfants à qui vous ne donnez pas la marge qui leur permettent de s'affirmer, de s'épanouir et de se révéler à la société et à la vie elle-même, il y a un problème. Merci. Oui, la dame a dit quelque chose de très important et que nous allons soulever. Elle a dit que quand la population a faim et quand elle n'en peut plus, elle se révolte. Je ne sais pas si vous l'avez décelé. Oui, Bien sûr. Oui. Et ça sera the hungry man is an angry man. C'est ce que disaient les Anglais. Et il va falloir que nos autorités puissent en prendre conscience. S'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas pris conscience de cela. On ne le souhaite pas pour notre pays. Un homme affamé n'a plus d'oreilles. Quand il va se révéler, alors ce sera le danger. On ne le souhaite pas. C'est vrai que nous sommes en train de revenir sur les grands fêtes cette année et sur le plan social, c'est aussi vrai que la vie a été chère de janvier jusqu'à ce mois de décembre. Mais c'est aussi une situation à l'échelle mondiale. Mais quand on prend spécifiquement le cas du Togo, le pays dans lequel les salaires n'ont jamais été aussi élevés comme ailleurs, les Togolais ressentent encore plus cette tendance haussière des prix sur le marché. Le ministre du gouvernement, le ministre de l'économie est sensible à cette situation. Il a dit cette semaine que le gouvernement n'est pas sensible à ça. Donc cela suppose que le gouvernement va réagir. Non, je vais vous expliquer une chose, deux choses. Quoi. En réalité, le rôle du gouvernement, ce n'est pas de dénoncer ou de constater. C'est d'agir. Les citoyens sont en droit de dénoncer des situations. C'est des informations qu'on leur donne. Il faut réagir, mais de façon rigoureuse. Parce que vous êtes chargé justement de trouver les bonnes solutions qui permettent d'abord le vivre ensemble et ensuite l'épanouissement de la population. Voilà la mission du dirigeant, il n'y a pas autre chose que ça. Et c'est pour ça que lorsque j'entends des discours qui consistent à travailler sur l'ego, ou du moins à vanter l'ego de quelqu'un, non, c'est-à-dire que vous êtes là pour servir, quoi. Et c'est quand votre service est sain que le peuple lui-même vous élève. Il vous affuble de dithyrambes, de langage laudatif, parce qu'ils sont fiers de vous. Vous n'avez pas à être fier de vous. Vous avez à servir et le peuple même va vous vanter, quoi. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas de cette histoire d'outrage et tout, imaginez que ceux qui nous diraient, en tout cas les plaignants, avaient des inconditionnels, c'est-à-dire que dans leur secteur, ils se sont tellement révélés efficaces avec des résultats et des œuvres concrètes que parler d'eux est un sacrilège. Vous allez voir qu'ils n'ont pas à réagir. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui vont se lever pour dire nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est dit par les journalistes parce que ces gens-là, nous nous retrouvons en eux. C'est ce que nous voulons pour nos dirigeants. Il faut que le peuple soit fier d'eux. Mais le peuple ne peut être fier d'eux que dans la mesure des œuvres qu'ils accomplissent. Dans la mesure de la noblesse dans laquelle ils s'inscrivent. Et du coup, les citoyens n'ont pas... Mais attends, nous ne voulons pas être président de la République ou ministre ou quoi que ce soit. Nous avons besoin juste d'un écosystème où nous avons le sentiment que ceux qui nous dirigent nous comprennent, œuvrent pour notre bien, et puis le reste, c'est nous qui allons défendre leur cause. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de dénoncer, de constater, etc., ce n'est pas le rôle du dirigeant. Je suis désolé, mais je veux qu'on m'émerveille par des mesures séduisantes, des mesures inspirées, suffisamment lucides,
et qui me permettent de dire, ben écoutez, je défends cette cause-là parce qu'elle concerne. Vous voulez des actes. Voilà. On a compris. Des actes efficaces. Il y a cette question de Voilà. Gervais Goss sur la question de l'État. Il dit qu'il constate très souvent que les intervenants parlent de l'État, que l'État n'a pas fait ça, l'État a été fautif par ici. C'est quoi en réalité cet État-là? Qui vous incriminez vraiment? L'État, c'est le gouvernement et nous. Mais c'est eux qui sont aux affaires. Parce que c'est eux qui gèrent le dernier public. C'est pourquoi c'est eux qui doivent créer les conditions. Quand on parle d'État, c'est vrai, il y a les citoyens, mais il y a aussi les gouvernants. Mais c'est les gouvernants qui décident. C'est les décideurs. C'est aux décideurs que nous nous adressons. Ou bien, Oui, oui, si, je peux juste ajouter, non. Il faut comprendre une chose. Vous savez, j'ai dit quelque part qu'en réalité, si les citoyens se suffisaient par eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin de gouvernants. Donc, le gouvernant, c'est lui qui impulse la dynamique. C'est lui qui déroule une politique qui permet au peuple de se sentir dans ce qu'il est en train de faire et donc de participer. Est-ce que vous voyez? Mais si les gouvernants prennent des mesures dans lesquelles les situations les populations, les citoyens ne se retrouvent pas, il y aura un déphasage. C'est comme s'il y a deux pays où le pays des gouvernants est là, et puis celui des citoyens est là aussi. Mais des états en adéquation. Il faut une synergie. et Cette synergie-là, c'est pour ça que j'aime toujours ce terme écosystème. C'est-à-dire que vous créez un contexte où les gens savent où vous voulez aller et quelle est leur part de contribution dans votre plan d'éclosion, donc justement, des citoyens. Est-ce que vous voyez? et ce contrat social, c'est ça le vrai problème. et ce contrat social a pour substrat un contrat social. Mais oui, et l'idée ici, c'est pas d'incriminer, Ouais, mais le c'est de contrat- dire qu'il n'y a pas eu suffisamment de décisions lucides où le peuple retrouve ses intérêts. C'est ça le principe en fait. On n'incrimine pas, moi je n'ai pas besoin d'incriminer quoi que ce soit, qui que ce soit non plus, mais j'ai juste besoin de rappeler les fondamentaux qui permettent le vivre ensemble. Et dire que le contrat social est déjà à rude épreuve. Parce que les gouvernants ne se retrouvent plus dans l'action des Il y a quelqu'un qui patiente depuis quelques instants. Allô? Ok. Allô? Oui. Allô? Oui, alors vous êtes à l'antenne, votre nom. Bonjour. 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 Moi, c'est Mathieu. Ok. Oui, Mathieu, vous êtes à l'antenne. Oui, tous les problèmes, maintenant, nous parlons tous cœur au ventre. Et je voudrais savoir, est-ce que les congrégations religieuses au Togo envoient leurs membres pour la formation du gouvernement au Togo? Ma première question. Parce que quand on parle de journalistes, on parle des pasteurs dans le gouvernement. Ma deuxième préoccupation, c'est la vie chère. La vie chère, selon mon constat et mes analyses, parce que moi je sors beaucoup, moi je suis du Nord, je vais beaucoup vers le Nord. La vie chère est causée par l'augmentation et les taxes de TDM et les fonds péages. Et c'est ça qui fait, à l'heure actuelle, quand vous parlez des gens qui n'ont pas mangé tout ça là, mais vers le Nord, on ne mange même plus. Les gens parlent qu'ils ont fait allumer. Mes très chers frères, je vous dis, je suis au village un jour, et j'ai appris que mon très cher frère, mon chef, est arrivé au village. Et il fait le sport vers la brousse. Vous êtes de quel village, s'il vous plaît? Le dynamisme. S'il vous plaît. Le marathon des vieux vieilles qui s'est jeté dans la brousse à la recherche de président parce que chacun veut avoir quelque chose dans la poche. Et tout le village vient, son patron est venu, mais toi tu ne vas pas aller, moi je suis malade. Je suis tombé malade dans ce temps-là, je suis abandonné à la maison. Vraiment, je parle ici, j'ai les larmes aux yeux. Mathieu. Les larmes aux yeux. Mathieu. Franchement. Mathieu, vous êtes de quel village? Voyagez un peu. Vas-y. Par exemple, je suis né à Nié et je suis du nord au nord. Et je suis du nord vers Ankara. Allez-y à Nié, allez-y au nord. Les gens ne mangent plus. Ok, s'il vous plaît, on a compris, ne pleurez surtout pas. Non.
franchement. Je ne dénonce pas les choses, je ne parle que quand je parle, mais je dis une réalité. Bien, merci quand même de nous avoir appelé. Vous avez dit vous êtes du Nord, on a relativement compris. Soit vous êtes de la COSA, vous êtes de Sokodé, vous êtes de Dabaron. Il a dit Kara, il est né à Niamey, mais il est de Kara. Ok, en fait, quand il dit le Nord, ça englobe toute cette partie-là. Ça me dit que finalement, vous avez raison sur moi, que peut-être à l'intérieur, la situation est beaucoup plus grave. Oui, On n'invente rien. peut-être même, on va répondre à sa question. Si les congrégations religieuses envoient des gens pour la formation de non, mais en fait, normalement, la fonction de ministre est incompatible avec d'autres activités parallèles. Ça, c'est clair. Parce que d'ailleurs, même, c'est une fonction suffisamment sollicitante, absorbante, tellement lourde qu'en réalité, on n'a plus d'énergie pour autre chose. Mais moi, je ne suis pas contre qu'il y ait des gens qui sentent l'envie d'envoyer des messages forts concernant l'épanouissement, l'activité spirituelle, l'élévation de soi, le pardon, la tolérance, etc. Qu'un ministre s'adonne à cela, moi personnellement, ça ne me cause aucun problème. Mais encore faudrait-il que, au-delà du langage, qu'il soit capable d'incarner les valeurs dont qu'il est censé porter. Parce que justement, celui-là qui se réclame du Christ, nous savons tous que le plus grand leader de l'humanité, c'est le Christ. En fonction de quoi? En fonction de tout ce qu'il a pu incarner comme valeur, comme qualité, etc. Et qui permettent justement à l'être humain de s'élever en le suivant. Mais que ce soit ces gens-là qui aujourd'hui portent plainte pour une histoire de les avoir salis, je le dis comme ça. Mais je dis, mais attendez, vous pensez que Jésus, il aurait pu marquer l'humanité s'il n'avait pas eu à passer par les épreuves, les insultes, les humiliations, jusqu'à sa crucifixion? Vous pensez qu'il aurait pu marquer l'humanité jusqu'à aujourd'hui? Lorsque vous ne voulez pas qu'on écorche votre image, je ne fais pas l'apologie des diffamations, ne vous aventurez pas dans la gestion du bien commun. Parce que les gens vous demandent des comptes. Cela dit, je reviens sur cet aspect qu'il est en train d'évoquer en ce qui concerne la précarité. C'est un fait. Et ça relève d'ailleurs du bon sens. Parce qu'il n'y a pas eu de mesures lucides. Parce qu'on n'a pas œuvré pour créer les capitaines d'industrie. Les gens qui sont capables d'absorber des ressources humaines en dehors de l'État. Les entreprises privées suffoquent. Elles n'ont pas de marge. Elles n'ont pas la possibilité de vendre des produits et de générer de l'argent. Les jeunes sont diplômés, ils n'ont pas les opportunités pour faire valoir leurs compétences. Qu'est-ce que vous voulez? Dans ces conditions-là, on ne peut qu'avoir la faim et faire face au risque même de disparaître. J'ai dit dans un article que j'ai le sentiment qu'il y a une programmation d'une extinction progressive de la société. Quelle société? Parce que de notre société. Le Togo? Oui, mais de notre société au Togo. Parce que je suis togolais, je parle du Togo. Parce que si vous ne prenez pas des mesures en amont qui vont donner des résultats à moyen et à long terme, vous serez toujours surpris par les événements. Vous n'êtes pas là pour subir la vie, mais vous devez être des acteurs de la vie. Et c'est en cela que nous demandons que les dirigeants prennent des décisions lucides. Ils ne peuvent pas trouver des solutions, c'est-à-dire replâtrer, trouver des solutions conjoncturelles à des problèmes structurels. Non, la société doit vivre pas sur la base des paradigmes clairs. Il est clair que l'État à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes des citoyens. Voilà pourquoi il doit créer l'écosystème qui permet aux gens d'émerger et d'absorber les autres. Vous avez vu le concours qu'on lance? Vous allez voir combien de dossiers seront déposés. L'État veut recruter à peine 1500 personnes. Vous aurez plus de 50 à 100 000 candidats. Ça fait réfléchir. Pourquoi il y a autant de gens qui aspirent à aller à la fonction publique? C'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. C'est à l'État de créer l'alternative. Par une politique visionnaire. Merci sur la question de Mathieu. Non, Luc vient de dire quelque chose de très important. Nous traversons une crise structurelle. Et ce ne sont pas des solutions conjoncturelles qui vont les régler. Au cas par cas, quoi. Au cas par cas. Vous imaginez, on nous a vanté dans ce pays, PND, on a fait des campagnes de sensibilisation, on a mobilisé des ressources. Aujourd'hui, on en vient à quoi? Sans même faire le bilan de ce PND, on en vient au, comment appelle-t-on, feuille de route du gouvernement. Mais arrêtons de naviguer à vue.
Sur la question. Mais non, laisse-moi terminer. On nous a parlé de budget, qu'en appelle-t-on, pour voilà, budget programme. Aujourd'hui, tous les ministères auront leur budget et seront évalués par ordonnancé, seront évalués par rapport à leur réalisation. Est-ce que vous avez eu vent de ça? Malgré les 2 séminaires gouvernementaux qu'on a fait, mais on ne comprend plus rien. On a fait à Dagbeto et on a fait déplacer des soi-disant experts comme Dominique Sokan, comme Tony Blair, à Gara la fois dernière. Mais quels sont les résultats qu'on a sur le papier? C'est noté votre intervention. Mais revenons sur la question de Mathieu, sur la vie chère. Il pointe du doigt, par exemple, les postes de péage. Il pointe du doigt certains nombres de mais taxes. c'est une réalité. C'est une réalité au Ghana ici. Mais ce que les gens payent, c'est infime. C'est insignifiant. Oui. Que ce soit au Togo, on multiplie d'abord les postes de péage sans respecter les distances et les kilométrages conventionnels. Et on apprend jusqu'au moteur à 2 roues. Mais c'est pas normal. Ouais, on va permettre aux auditeurs d'intervenir. Allô? Parce que sur la question de la vie chère, je crois qu'un certain nombre d'auditeurs ont des préoccupations spécifiques. Okay. Donc, on ne veut pas multiplier les postes de péage. Il y a un auditeur, non? Allô? 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 Oui. Bonjour. Bonjour. Papa Sibiti. Mais il manque quelque chose. C'est M. Maglo? Il n'y a pas de contradiction. Il paraît quand même qu'il y a un grandeur là-bas pour contribuer. Les 2 journalistes qui sont là-bas, ils argumentent dans le même sens. Moi, ça me gêne un peu là. Oui, M. Maglo. M. Maglo. Oui. Vous avez suivi l'émission au début? Non, pas au début. Oui, en fait, il y a eu plus d'invitations données que de personnes qui finalement ont répondu parce que un troisième a eu des soucis au dernier instant, sinon il serait également là pour apporter de la contradiction. Non, mais si, par exemple, sur un certain nombre de questions qui ont été soulevées ici, si vous avez de la contradiction, par exemple, vous pouvez les apporter. Ah, il est parti, notamment sur la question de la vie chère. Oui. Et ce serait aussi important. Ce que je voulais dire, justement, mais je pense qu'il faut lui répondre. Lorsque nous raisonnons ici, c'est vrai que malheureusement, les événements ou la situation a fait que le bon sens impose l'argumentation que nous développons ici. Voyez-vous? Que vous soyez de tel ou tel camp, lorsqu'il y a des faits, il faut les évoquer. Je pense que tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous n'évoquons que des faits que nous analysons tout simplement. Voyez-vous? Oui. Et dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça, moi, je ne suis pas ici pour parler d'un camp ou d'un autre, ou quoi que ce soit. Je me retrouve en tant que citoyen. Cela dit, sur cette question de vie chère, il parle des taxes. C'est vrai, il n'y a pas que les péages. Mais pourquoi l'État est obligé d'augmenter les taxes à chaque fois? Parce qu'il s'y faut. Parce qu'il a des difficultés pour faire face à ces charges régaliennes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui devait d'abord leur rappeler qu'en réalité, leur vie dépend fondamentalement de ce que le peuple produit. Mais comment vous pouvez vous arc-bouter sur ce que l'État, le peuple produit, sans travailler sur ce peuple lui-même de manière qu'il soit plus capable à produire? C'est toute la problématique qu'il y a ici. L'État est obligé de multiplier les taxes à tous les niveaux, de les augmenter, etc. Parce qu'il a besoin de renflouer ses caisses pour pouvoir faire face à ces charges régaliennes. Voyez-vous, je pense que la PM a été investie à l'Assemblée nationale sur la base d'une feuille de route, d'un programme de choses qui comprend plusieurs volets. Aujourd'hui, quels sont les points qui ont déjà été mis en œuvre plus d'1 an après? On va vous dire qu'il y a eu, bon voilà, ils ont lutté contre la pandémie. L'État a mis en 2020 260 milliards en termes d'évaluation. Hein. C'est la Banque mondiale qui le dit sur la base des données qui ont été données par le... Mais au même moment, sur le plan agricole, qu'est-ce qu'il y a eu? Sur le plan de l'industrie, sur le plan même des infrastructures. Je ne sais pas si à part la route Lomé-Palimé, il y a encore une infrastructure qui est en chantier actuellement. Il y a je ne sais pas. Lomé à l'erreur. Voilà. Et puis, ça fait combien d'années que cette voie-là a commencé? Qu'est-ce qui se fait pour reconstruire l'État? On nous a parlé de combien de milliers de pistes rurales qui seront
tracés au cours de ce mandat. Combien a-t-on déjà fait? L'État a des problèmes. Reconnaissons-le volontiers. Mais pourquoi il a des problèmes? C'est un constat. On ne va pas incriminer les dirigeants seuls parce que... Mais on leur parle parce que nous savons qu'à partir du moment où ils prennent des décisions lucides et ils instaurent un minimum de confiance entre eux et les citoyens, c'est fini. Ça dissipe la situation. Et puis chacun se sent concerné par le besoin de construire le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un individualisme très dangereux. Parce que même les fondamentaux d'une vie en société sont en train d'être compromis. Tu ne peux pas avoir un problème aujourd'hui et appeler quelqu'un que porte-moi assistance. Peut-être que il ne va pas décrocher. La personne aussi n'a pas de solution pour vous. Évidemment. Non, Même s'il en a. Je voulais attirer l'attention du doyen Maglo, qui est aussi journaliste, qui fut journaliste de son état, dire que nous sommes avant tout des journalistes et nous ne parlons que des faits. Les faits sont têtus. On n'invente rien. S'ils pouvaient apporter une contradiction, qu'ils reviennent à la charge. Nous ne sommes pas là pour incriminer ou discréditer quelques... Non, mais en fait, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Ce serait plus intéressant que... Vous savez très bien que... Est-ce que vous pensez qu'il y a un citoyen ici qui va dire autre chose? Non, oui, mais en fait, aussi des évidences dans certains pays ou dans certaines fois, vous trouvez toujours quelqu'un qui... Sur la question, par exemple, des postes de péage, si quelqu'un a suffisamment de sous, lui ne ressent pas les difficultés à payer les frais de péage, comme quelqu'un, comme Isidore, qui tire le diable par la queue, ou comme là, il va parler de lui. Ici, nous parlons du bien commun. Nous parlons de l'intérêt général. Vous savez très bien aussi que... Nous n'avons jamais parlé de nous, par exemple. Moi, je ne vous ai pas dit que j'ai des difficultés, par exemple, à payer les c'est vrai que si nous avons plus de journalistes ici, les analyses seront relativement différentes parce que certains sont relativement impactés par la situation. Oui, mais le problème, c'est pas que tu es impacté ou pas. Je ne pense pas. Ton rôle, c'est d'observer. Je ne pense et pas. de voir la tendance générale. Je ne pense pas qu'il y aurait un journaliste qui va inventer quelque chose qui sera en contradiction avec la réalité. Il a dit un mot important, inventer. Oui. Il ne s'agit pas d'inventer, justement. Il s'agit de constater. Voilà. Si l'État lui-même a conscience de la vie, de la situation de la vie chère, il prend des mesures, il en parle d'ailleurs, et constate cela, donc personne ne peut nous empêcher. Il nous reste encore 7 minutes, nous allons clôturer cette émission voilà. dernière de l'année. Nous allons dire un mot de la Covid encore, parce que les autorités du Togo depuis 2 ans sont au devant de cette lutte, elles font beaucoup d'efforts. La pandémie n'a pas échappé ou ne s'est pas penchée dans notre pays comme ailleurs. Les contaminations ne sont pas aussi grandes comme ailleurs, le nombre de morts également. Est-ce que vous dites aux autorités bravo ou pas? Oui, on les félicite. On les félicite. Ça, ne pas les féliciter, c'est faire preuve comment dirais-je, de gratitude. Ils ont fait des efforts. Mais est-ce que ces efforts ont porté leurs fruits? C'est la question qu'on va se poser. Si vous faites une comparaison entre les pays qui n'ont pas aussi corsé l'addition aux populations, la différence n'est pas aussi grande. Hein? Quelqu'un l'a appelé aujourd'hui, il a dit que les gens ont fêté la Noël en toute tranquillité. Au Bénin, ici, il n'y a pas eu aussi de restrictions que nous avons connues au Togo. Mais le Bénin, on peut nous dire que peut-être les chiffres donnés ne sont pas réels, mais qui vous dit qu'au Togo, les chiffres sont réels? C'est la question que je me pose. On a fait des efforts, mais on constate tout simplement que le tissu social est décimé, le tissu économique est décimé. Il va falloir faire avec cette maladie et redonner vie à nos activités pour que tout le monde puisse tirer profit de la situation. Justement, pour donner vie aux activités, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mais respecter les mesures barrières. C'est tout. Est-ce que c'est suffisant? Demander aux gens de pouvoir faire leur vaccination et libérer les activités. Les gens ne font plus d'activités culturelles. Mais ce secteur est déjà décimé. Le secteur hôtelier est décimé. La restauration, décimée. Le secteur informel, décimé. Voilà. Les constats amers que nous faisons, il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Moi, je pense que ce dont nous avons besoin, c'est de restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
nous avons le sentiment que nos gouvernants n'ont pas d'égard pour les citoyens. C'est-à-dire qu'ils ne leur font même pas confiance. Au point de ne même pas croire qu'ils soient capables d'appliquer, par exemple, les mesures barrières. Or, c'est ce que les autres pays ont eu à faire. Et donc, à Abidjan, on fait des concerts géants. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance à la population et on sait que, à partir du moment où on leur dit, et l'autorité leur dit, mais écoutez, observez les gestes barrières parce qu'il y a une maladie, ils vont observer. Mais ici, on nous parle avec condescendance. J'entends des ministres qui sortent pour menacer, pour parler comme s'ils parlaient à des enfants. Et ça, avec un tel langage, votre pédagogie ne peut pas marcher. Donc, ce n'est pas pour rien que le Premier ministre a été obligé d'avouer que la pédagogie n'a pas marché, on a obligé d'utiliser la peur. C'est parce que le langage n'est pas bien. La communication n'est pas saine. Vous ne pouvez pas aller parler à un peuple avec condescendance, sans avoir des arguments scientifiques, des arguments politiques, des arguments en tant qu'intellectuels pour déterminer la population à agir. Voilà ce qui se passe. Et donc, en termes de communication de la population, le gouvernement doit faire un travail de fond, de manière à ce que, de par son langage, il instaure la confiance entre lui et les gouvernés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut réfléchir en termes du devenir même du pays. À partir de cet instant-là, vos décisions ne vont pas viser votre pouvoir, mais il va viser le bien-être du peuple. C'est deux choses différentes. Si c'est le cas, vous commencez à comprendre que vous ne pouvez pas, en tant qu'État, tout seul, ou bien gouvernement tout seul, résoudre tous les problèmes du pays. Donc, il faut faire confiance à des géants nationaux. Faire en sorte à construire des gens. Je prends un exemple. Une société comme Seco, elle employait à peu près 4 à 5 000 personnes. OK? Cette société a été fermée. Sans que l'État ne fasse un effort pour la ressusciter, ou du moins la ressusciter, l'aider à émerger. Les 4 ou 5 000 personnes sont où? Ils vont en même temps à la charge de l'État. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça qui lui crée des problèmes. Il est obligé de suffoquer à un moment donné. Commencez à faire confiance à vos citoyens. Et lorsque quelqu'un a une compétence dans un domaine bien précis, si vous en avez la possibilité, investissez sur lui. Lui, en retour, il absorbe une part de la population et c'est comme ça que vous pouvez... Merci, merci. Avant de clôturer, Merci. juste une seconde. Et la Covid, c'est une gestion d'incertitude. Oui, Il faut une humilité ma question, dans la communication. ma question, c'est sur la Covid. Ok, allons-y. Vous permettez de Allons-y. conclure. Parce que je pense que la Covid devait induire à l'humanité beaucoup plus d'humilité. Absolument. Évidemment. C'est ce que j'ai Beaucoup dit. plus d'humilité, beaucoup plus de solidarité. De solidarité. Beaucoup plus d'égard les uns envers les Vers autres. les autres. Oui, Puisque vous c'est une- allez conclure justement sur ces mots-là. Ok, donc je vais répéter, la Covid, la gestion de la Covid, c'est une gestion d'incertitude. Ce qu'on dit aujourd'hui comme vérité, demain ne se révèle plus comme vérité. Donc il faut une humilité. Et nous sommes dans une crise, il faut des éléments de langage dans une communication de crise. C'est ça qui a manqué à nos gouvernants. Et vivement qu'ils puissent rectifier le tir pour qu'on puisse aller de l'avant et ne pas décimer le tissu social et le tissu économique à cause de ce coronavirus. Même chose. Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel, hein, c'est-à-dire que le virus est venu nous rappeler notre vulnérabilité. Ceux-là que nous considérions par le passé comme étant les références du monde, qui sont invulnérables, le virus est venu nous montrer qu'en réalité, nous sommes tous égaux. D'accord? Et donc la France, la Chine, l'Espagne, les États-Unis ont été effondrés et la maladie a montré les limites de la science médicale en tout cas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui nous reste aujourd'hui, ce sont nos valeurs humaines. C'est-à-dire ce qui fait de nous la différence avec les animaux, par exemple. C'est ce qu'il faut valoir, c'est ce qu'il faut promouvoir, c'est ce qu'il faut faire en sorte que cela émerge. Ce sont les valeurs identitaires, les valeurs relationnelles, les valeurs qui nous montrent que nous sommes des humains différents des animaux. Nous savons être solidaires en cas de situation pour pouvoir renverser. Merci beaucoup, Voilà. Louis Kabaki. Je rappelle que vous êtes un ancien directeur de NCF. Merci d'être venu. Merci beaucoup à Isidore Akolo, le président du PPT. L'émission, elle s'achève. Nous avons reconnu que sur 2021, les puissants sont devenus impuissants et que beaucoup nous ont quittés. Le Seigneur nous a permis d'être là et de tenir cette dernière émission de l'année. Il nous plaît de vous souhaiter une bonne fin d'année et vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2022. Merci à Venceslas Boga Koudoyo. Nous allons nous retrouver dans 2 semaines, puisque dimanche prochain, nous allons observer une pause. Je suis Pierrot à Diobé. Au revoir. Ok. Pablo veut juste nous taquiner.